Allez, on commence avec une nouvelle séquence. On va parler économie avec l'objectif d'être pratique, pédagogique et d'anticiper. Avec nous aujourd'hui, Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Florent, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on est donc au mois d'octobre. On va commencer tout de suite par l'actualité. Que s'est-il passé au mois de septembre sur les décisions des banques centrales? On en avait deux. On avait d'un côté la BCE et on avait également la Fed. Alors sur la Banque Centrale Européenne, une quasi-surprise finalement, puisqu'il y a eu une hausse de taux. Ce n'était pas tout à fait ce qui était anticipé par les marchés. En revanche, il y a eu une fuite dans les médias peu de temps avant, et c'est finalement une hausse de taux que nous avons observée. Les taux d'intérêt, juste pour avoir un chiffre, les taux de facilité de dépôt est à 4% désormais. Ok, si on regarde les prévisions économiques de la BCE, ça donne quoi? On a eu des surprises là ou pas? Quelques surprises, c'est-à-dire l'inflation révisée assez nettement à la hausse et les prévisions de croissance à la baisse. Lorsque j'étais venu sur le plateau la dernière fois, j'avais effectivement évoqué le fait que nous étions assez pessimistes sur la croissance en zone euro. C'est désormais accrédité par la Banque Centrale Européenne. Ok, on passe maintenant, si vous le voulez bien, de l'autre côté de l'Atlantique. Vous nous avez dit demi-surprise sur la BCE, parce qu'on disait va monter, va pas monter, puis effectivement ça se joue à pas grand-chose. Surprise ou pas surprise du côté de la Fed? Pas de surprise. On s'attendait à un statu quo. Quand je dis on, c'est nous et le marché, de manière générale. Donc les taux de directeur, la fourchette haute est à 5,50, elle reste à 5,50. En revanche, là où ils ont été plutôt habiles, c'est sur la communication, et notamment par rapport à leurs prévisions. Prévisions de croissance à la hausse, aussi bien en 2023 qu'en 2024. Taux de chômage à la baisse et inflation quasi inchangée. C'est typiquement le scénario d'un soft landing qui nous est décrit ici. Ok, est-ce que cette stabilité aux États-Unis veut dire c'est la fin du mouvement haussier, ou est-ce que finalement, quand on regarde les prévisions qui sont faites par les uns et par les autres, on se dit qu'on risque encore d'avoir une hausse d'ici la fin de l'année? Alors là encore, ils sont assez habiles sur la communication et ce qu'ils nous indiquent, c'est peut-être qu'éventuellement, en effet, il y a encore une hausse à attendre d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est plutôt sur le coup d'après. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est en haut pour quelque temps. Ok. Florent, vous êtes économiste et justement, là, on est en train d'aborder l'impact des taux sur les marchés. Je voudrais qu'on les regarde sur l'économie. Et puis, j'entends parler du terme de transmission politique monétaire. Alors, éclairez ma lanterne, la transmission politique monétaire, ça veut dire quoi? Alors, c'est à partir du moment où les taux directeurs montent, quels sont les effets, quel est le délai pour que cela se transmette dans l'économie sur les marchés financiers? Sur les marchés financiers, c'est quasi immédiat, on l'a tous vu. À peine Jerome Powell commence à évoquer le fait que peut-être il monte les taux, alors les taux augmentent. Les marchés d'actions corrigent un petit peu dans l'effet des conditions financières. Mais en revanche, pour nous, tout un chacun, les agents économiques, ça prend du temps, ça prend plusieurs trimestres. Parce qu'il faut que cela se transforme, ne serait-ce que du côté de l'immobilier. Les taux d'emprunt immobilier augmentent. Ça devient beaucoup plus compliqué de s'endetter parce que c'est beaucoup plus cher. Et donc, ça se transmet de cette manière-là. Généralement, on dit que c'est long et variable. Alors, on dit même des chiffres. On dit de 12 à 18 mois. Alors, est-ce que ce 12 à 24 mois. Alors, est-ce que ce 12 à 18 mois, il est crédible? Parce que la hausse des taux, elle ne date pas d'il y a 15 ans. C'est quand même un phénomène qui a été très récent et d'une ampleur inégalée. Exactement. Alors, la première hausse de taux du côté de la Fed, c'était en mars 2022. Donc finalement, ça fait un peu plus d'un an. On est entre les 12 et 18 mois. En revanche, ce qu'on a du mal à percevoir, c'est les effets. Pour une raison simple, c'est que le cycle économique qu'on est en train de vivre est totalement atypique. C'est-à-dire on finit même, je dirais, la récession de 2020. Quand je dis on, c'est les ménages américains finissent la récession de 2020 avec un excès d'épargne conséquent. Les entreprises se sont endettées pendant la pandémie à des taux plus bas qu'aujourd'hui, sur des maturités plus longues. C'est le cas aussi en zone euro. Donc la situation bilancielle même des entreprises est de meilleure facture qu'elle ne l'était auparavant. Donc tout ça, ça constitue des barrières. La transmission de la politique monétaire se fait, mais la sensibilité de l'économie au taux d'intérêt a peut-être un petit peu diminué. Ok, alors ça, vous me dites ça. Est-ce que ça veut dire finalement que ça justifie un peu l'attentisme de la Fed en se disant finalement, j'ai mes règles traditionnelles, j'ai quand même un certain nombre d'éléments qui changent dans la situation actuelle avec l'échec de Biden, etc. Vaut mieux que je reste un peu calme pendant un certain temps pour regarder ce qui se passe. Il y a de ça en effet. Il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, le fait que l'inflation a déjà commencé à décélérer. Alors, est-ce que c'est du fait de la Fed ou pas? C'est une autre question. Mais en revanche, la désinflation s'est déjà enclenchée. Donc effectivement, il y a un moment de pause qui va être observé. On ne sait pas encore combien de temps, sans doute plusieurs trimestres. Et donc, le temps d'observer ces effets. Ok. Maintenant, je voudrais qu'on regarde justement dans ces logiques de transmission monétaire. Vous, économiste, vous suivez un certain nombre d'indicateurs dans les masses monétaires M1, M2, M3. Donc, M3, c'est la plus large. Et lorsque l'on regarde M3 en zone euro, on constate son évolution est désormais négative depuis le mois de juillet. Est-ce que c'est le prélude à la récession que vous avez évoquée au début de notre échange?
Alors, M3 est négative en glissement annuel, mais parce qu'elle a aussi beaucoup augmenté l'année d'avant. Alors, pour moi, c'est plus un symbole, finalement, du fait que la transmission politique monétaire est en train de se répercuter sur l'économie. Et donc, en effet, la dernière fois que j'étais venu sur ce plateau, nous avions évoqué l'idée d'une récession en zone euro. Nous avons été contredits par les faits, qu'on se le dise. En revanche, nous sommes toujours assez pessimistes sur cette seconde partie d'année pour la zone euro. Pour les États-Unis, on ne change pas notre fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on avait dit pas de récession en 2023. Pour nous, il n'y en aura toujours pas. En revanche, nous sommes désormais beaucoup plus pessimistes sur les 2024, pour les raisons que j'ai évoquées, à savoir que la transmission de la politique monétaire va finalement se faire. Ok, donc ça, a priori, ça devrait plutôt être favorable au taux, c'est-à-dire que les hausses devraient un peu se ralentir. Juste une dernière question. Si vous avez un message à faire passer à nos amis distributeurs qui nous écoutent, d'un point de vue économique, est-ce qu'il y a une idée aujourd'hui qu'il faut avoir en tête? On a parlé de surprise, etc. Si on veut pas être surpris, il faut avoir quoi comme idée en tête? Une idée de long terme que je défends depuis quelques temps maintenant, c'est le fait que on se souvient tous de la grande modération, c'est-à-dire le fait que les agrégats macroéconomiques, la croissance, l'inflation étaient plutôt stables ces 10, 20, 30 dernières années. Ce que je défends comme thèse, c'est qu'effectivement, on entre dans une période un peu nouvelle pour tout un tas de raisons. La crise de la Covid nous a montré des choses, la guerre en Ukraine. Donc, il faut s'attendre potentiellement à plus de volatilité macroéconomique. Donc, il ne faut pas être surpris que les banquiers centraux nous parlent de data dependent plutôt que de forward guidance? Exactement. Ok, merci beaucoup Florent Vabon d'avoir été avec nous pour ce point éco. Tout de suite, le point marché avec Nadine Trémolière.